Le quatrième lieu, un balado réalisé par l'équipe du Square de la Grande Bibliothèque, où l'on discute avec des artistes numériques d'ici de leur parcours professionnel et où ils vous donneront des conseils pour vous inspirer, vous, les artistes de demain. Bonjour tout le monde et bienvenue au quatrième lieu, le tout nouveau podcast du Square. Je m'appelle Frédéric Lemelin, ou Fred pour les intimes. Je suis technicien en nouvelles technologies au Square et artiste audiovisuel. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs jeunes qui se questionnent sur leur avenir et les choix parfois difficiles que ça implique. J'ai donc décidé de partir à la rencontre de personnes qui travaillent dans le milieu des arts numériques pour partager nos discussions dans le but d'encourager et d'inspirer les jeunes qui voudraient se lancer dans le milieu mais qui ne savent pas par où commencer. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de discuter avec Sarah Bourque, chargée de projet chez Rodeo FX. Elle vient nous parler de son passé d'artiste 3D et de son cheminement dans le milieu des effets spéciaux. Elle a d'ailleurs travaillé sur des projets tels que Game of Thrones, Stranger Things, Blade Runner, 2049, Deadpool et la liste continue. Si tu veux en savoir plus sur le travail dans le milieu des VFX, tends l'oreille. Bonjour Sarah, comment vas-tu? Bonjour Frédéric, ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Est-ce que tu peux te présenter à notre auditoire, de parler un peu de ce que tu fais, de tes champs d'intérêt et de ton emploi? Oui. Mon nom, c'est Sarah Bourque. Je suis une fille qui vient de la Beauce. J'habite maintenant à Québec depuis un peu plus de 10 ans parce que j'ai choisi un domaine qui m'obligeait à venir habiter dans une grande ville. Je travaille comme chargée de projet pour une compagnie qui fait des effets spéciaux pour le cinéma. Aurais-tu des champs d'intérêt qui sont différents de ton emploi? Comme champ d'intérêt, je dirais que ce que j'ai, je cuisine vraiment beaucoup. J'ai une compagnie de pâtisserie parce que c'était important pour moi de garder un peu la main avec le côté artistique que j'avais en dedans de moi. Je trouvais que faire des pâtisseries, des gâteaux, des choses comme ça, c'était une belle façon de l'exploiter. Mais je dirais que sinon, je joue à beaucoup de jeux vidéo. C'est un peu de là que la passion pour les VFX puis cette industrie-là est partie, en fait, des jeux vidéo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de projets sur lesquels tu as pu travailler, donc tu es vraiment fière? Yes. Moi, ça fait 5 ans que je travaille en VFX. Puis, en 5 ans, j'ai déjà fait environ une quarantaine de projets. En fait, j'ai déjà touché à une quarantaine de projets. Je dirais qu'il y en a environ une quinzaine qui ont peut-être un peu plus marqué ma vie, mais dans les plus notables, je mentionnerais certainement Game of Thrones, sur lequel j'ai eu la chance de participer sur 2 saisons. Aussi Walking Dead, où j'ai pu travailler sur 3 saisons. On a travaillé aussi sur une série télé qui s'appelait Krypton, qui n'existe plus, mais c'était vraiment ça a vraiment été important, je pense, dans ma carrière, cette série-là. Sinon, je pense que c'est important de mentionner Stranger Things, qui est le plus récent projet que j'ai complété l'année passée avec mon équipe. Rodeo a eu la chance d'être le main vendor sur la saison 3 de Stranger Things. Ce que ça veut dire, main vendor, c'est que tu es le fournisseur principal d'effets spéciaux. Donc, ça veut dire que tu fais vraiment beaucoup de jobs. Tu es très, très occupé. Qu'est-ce que ça fait de travailler sur des gros projets comme ça? De voir l'arrière-scène, ça doit être assez spécial d'écouter la série ou le film par la suite, j'imagine. Je te dirais que ça change un peu ta vision. Je pense comme n'importe quelle personne qui fait n'importe quel métier, ça change beaucoup la vision de quand tu regardes des émissions, quand tu regardes des films. Parce que mon fun, tu sais, vu que tu t'es fait un peu spoiler, tu sais, bon, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Mon fun, c'est vraiment de voir la réaction des gens, tu sais, de voir s'ils ont catché que le bâtiment n'était pas vraiment là, ou tu sais que l'explosion, tu sais, ça n'a pas paru tant que ça, que c'était fait en 3D, ou tu sais, il y a des VFX vraiment dans tout, là. Ouais. Vraiment, vraiment plus qu'on pense. On touche quasiment à tout, de tout. Fait que c'est vraiment ça qui est le fun. Je me rappelle quand on avait travaillé sur la dernière saison de Game of Thrones, on se faisait des soirées chez mon ami Mick, puis on les écoutait en gang. Puis tu sais, je me rappelle quand tout le monde regardait la télé, moi je regardais le monde, j'étais comme ouh, ça va être quoi leur réaction, tu sais, quand tel truc va se passer ou puis tu sais, je trouvais ça le fun que les gens disaient, tu sais, ah ouais, les White Walkers, ont été vraiment bien faits, c'était vraiment cool tel truc. Puis je pense qu'on a quand même beaucoup de fierté de ça à tous les niveaux parce
c'est vraiment on dirait qu'on s'approprie vraiment beaucoup le produit qu'on fait, mais en équipe. Parce que je suis vraiment fière de mon équipe tout le temps, de tout ce qu'on fait, peu importe c'est quoi, même si c'est pas moi qui fais le travail. Moi, je fais l'horaire, je fais l'horaire du monde qui font le travail. Mais je me sens autant fière que si c'était moi qui avais fait la job. Fait que c'est vraiment le fun. Puis quand on lit des reviews après ça sur Internet, les VFX là-dessus, c'était bon, c'était bien fait. Vraiment beaucoup de fierté là-dessus. Puis c'est sûr que c'est toujours le fun de voir son nom au générique des plus gros films. Ça, c'est certain que ça donne... c'est vraiment une récompense qui a l'air de rien, mais qui est extrêmement gratifiante. Pour en arriver où ce que tu en es aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours et les différents rôles que tu as dû prendre? Je vais partir un peu plus loin. En fond, c'est ça. Moi, comme j'ai dit au début, je viens de la Beauce. À la base, je m'enlignais pas du tout pour faire une carrière dans ce domaine-là. Je trouvais ça... J'avais peur. J'avais une partie de moi, dans le fond, qui avait un peu peur que ça soit trop un domaine de gars. Puis je pensais pas que j'avais ce qu'il fallait pour faire ça. Fait que j'ai fait l'erreur, mais en même temps, on apprend de ses erreurs. Fait qu'il faut voir ça d'un bon côté, de pas aller dans ce programme-là dès le début pour le regretter, puis changer de programme. Moi, j'ai fait un DEC, un collège là, au Cégep de Limoilou à Québec, en animation 3D synthèse d'image. Je dirais que j'ai eu la piqûre. Tu le sais quand tu as choisi le bon programme parce que ça te dérange pas en tout de te donner tous les efforts que tu as besoin. Tu tripes. Moi, je me rappelle, le Cégep ouvrait ses portes à 7 h, puis fermait ses portes à 11 h le soir, puis on était là tout ce temps-là à travailler sur les ordinateurs, à juste être avec nos amis, avec notre gang, à partager des choses, régler des problèmes. C'est vraiment, vraiment une belle expérience. À la suite de ce cégep-là, j'ai travaillé comme artiste 3D en jeux vidéo. Parce qu'à la base, j'étais artiste. J'ai travaillé pour la compagnie Binox, qui est une compagnie qui appartient à Activision ici à Québec, et puis où j'ai eu la chance de travailler sur la franchise Skylander. À la fin de mon contrat, j'ai travaillé dans une autre compagnie pour finalement décider que je voulais vraiment m'en aller en gestion. Donc, je suis allée à l'Université Laval, où j'ai complété un certificat en management. Parce que je trouvais ça quand même vraiment important d'avoir ce genre de notion-là, plus de gestion des ressources humaines, tout le côté gestion, justement, que peut-être que tu n'as pas quand tu sors du cégep, ou presque, quand tu n'as pas beaucoup d'expérience dans la vie. Là. Je voulais être certaine d'avoir tous les outils que j'avais besoin. Quand j'ai complété mon certificat, la vie a bien fait les choses. Rodeo FX a ouvert un studio à Québec. Je suis chez Rodeo depuis 2015. Ça a fait 5 ans au mois de mars. Puis, au début, c'était plus... j'ai commencé comme coordonnatrice de studio. Parce qu'on était une toute petite équipe. On était, je pense, environ 12 personnes. Donc, c'était plus d'avoir une vue d'ensemble du studio. Autant la machine à café que les tâches sur les projets. C'était un peu une vision de tout. Puis plus on a grossi, plus mon rôle s'est défini, plus j'ai pris des responsabilités. Donc, c'est ça. Je suis chargée de projet maintenant depuis près de 2 ans. Donc, j'ai été coordo 3 ans avant. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi la différence entre être coordonnatrice de projet et maintenant chargée de projet? Hein? Oui. En fait, en gestion, il y a 4 niveaux. 4 niveaux, on va dire 4 levels. Le poste d'entrée, normalement, on appelle ça assistant de production, donc un PA en bon français. Ce que ça fait un assistant de production, c'est quelqu'un qui gère des données, qui gère du I/O, qu'on appelle. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est quand le client envoie du matériel, on s'assure que les downloads soient faits, on s'assure que ça soit placé sur le serveur, on ingest. Donc, on rend ça accessible à tous les gens qui en ont besoin. C'est un peu une gestion de tout ce qui va avec ça. Donc, aussi de renvoyer du matériel au client. Fait que ça, c'est normalement le poste d'entrée en production, c'est ça, assistant. Ensuite de ça, normalement, quand on promue, quand on monte, on devient coordo de projet. Coordo de projet, dans le fond, ce que ça fait, c'est plus sur le terrain.
c'est la personne qui s'assure que chaque personne a le matériel qu'elle a besoin pour travailler, qui sait dans quel ordre il doit travailler sur ces choses. C'est la personne qui s'assure de la communication entre les départements sur le même projet. C'est un peu un pompier. C'est une personne qui va courir un peu d'un bord puis de l'autre, qui va éteindre des feux, qui va s'assurer que l'information circule à tous les niveaux, autant avec l'équipe des superviseurs que les artistes. Fait que c'est vraiment la personne qui est au centre du projet, là, on va dire, là, au niveau de la gestion. Ensuite, tu as le chargé de projet. Donc, ce que je fais. Le chargé de projet, dans le fond, nous, on est plus en lien avec le budget, puis les horaires, le client. Fait qu'on est vraiment le pont entre je m'assure que l'horaire et l'argent sont respectés versus la réalité de ce qui se passe sur le plancher. Donc, on est vraiment en contact avec les cours d'eau qui, eux, nous ramènent toute l'information de qui est en avance, qui est en retard, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les défis, tout ça. Moi, je fais vraiment l'espèce de résolution de, bon, OK, on a-tu l'argent, on a-tu pas l'argent, on a-tu le temps? Puis, je m'assure qu'à mon niveau, avec les superviseurs, qu'on respecte aussi les besoins du client. Fait que c'est ça. Puis, au-dessus de moi, il y a un producteur. Le producteur, lui, c'est vraiment le gestionnaire au niveau client-argent. Fait que lui, c'est vraiment plus une personne qui va gérer, comme on va dire, plus le côté politique de tout ça. C'est lui qui va négocier les prix, les bids qu'on appelle, donc les devis. C'est lui qui va regarder, bon, les livraisons, c'est pour quand, est-ce que les paiements, tout ça. Donc, c'est vraiment... on est tous un peu comme dépendants l'un de l'autre, là, comme vous pourrez comprendre. Fait que ça, c'est ça pour le département de la gestion. Qu'est-ce qui t'a amené vers un rôle de management? Parce que t'es parti d'artiste et après ça, t'es allé faire des études en gestion. Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce milieu-là? Est-ce que c'est ton leadership ou quelque chose d'autre? Dans le fond, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que je pense qu'il y a des traits de notre personnalité qui se développent très, très jeunes en nous. Quand je regarde dans mon passé, on va se rendre compte que quand je travaillais chez McDo, j'étais pas juste caissière, j'étais chef d'équipe. J'étais cheerleader, j'étais capitaine d'équipe. Dans mes équipes, j'étais souvent la chef d'équipe. Ça s'est rapidement développé chez moi, cette espèce de besoin, mais aussi de passion-là vers l'organisation, la gestion, mettre les choses un peu ordonnées, tout ça. Fait que je dirais que ce qui est arrivé en fait, c'est que quand j'étais chez Binox, puis que je voyais tous les artistes 3D avec qui je travaillais, on faisait les mêmes tâches, tout ça, je trouvais qu'il y avait vraiment l'air d'avoir plus de fun que moi. En fait, ça a commencé comme ça. J'avais vraiment beaucoup de fun à être dans l'entreprise, d'être dans la culture d'entreprise. J'étais vraiment fière de ce que l'entreprise faisait. Puis je me suis rendu compte que moi, comme artiste 3D, je tripais pas tant que ça. Puis ça faisait que j'étais pas si bonne que ça non plus, parce que je mettais peut-être pas les bouchées doubles autant que ce que je voyais que les autres faisaient, tu sais. Mais j'avais vraiment du fun. Fait que je me suis mis à regarder un peu autour de moi, tu sais, bon, c'est ça, c'est des choses aussi que t'apprends pas à l'école, des affaires que t'apprends juste quand t'es assis là. T'es dans le milieu de tout ça, puis tu dis, oh mon Dieu, ça a normalement l'air le fun, elle, ce qu'elle fait. Puis elle, c'était Virginie. Virginie Lavallée, c'était ma productrice associée, qui est un peu un équivalent d'une coordonnatrice en VFX. Puis j'ai été la voir. Puis Virginie, elle a un peu joué un rôle de grande sœur pour moi là-dedans, où j'y ai dit ça a l'air vraiment le fun ce que tu fais, on peut aller dîner, je veux tout que tu me racontes, je veux tout que tu me dises ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, puis comment tu es arrivée là. Puis elle m'a un peu mentorée dans mon désir de faire ça. Elle m'a un peu... ça a été un peu ma pom-pom girl pour mon switch vers la gestion. Je pense que c'est vraiment ça. C'est que j'ai eu la chance de la rencontrer, puis elle m'avait vraiment beaucoup marquée, elle m'avait beaucoup inspirée. Tu as parlé un peu plus tôt, dans le fond, que tu avais une peur parce que c'est un domaine qui est majoritairement un domaine d'hommes.
Nous, on a travaillé avec un organisme qui s'appelle Les Filles et le Code. C'est un organisme qui aide, qui encourage les filles, dans le fond, à s'initier au domaine de la technologie. Est-ce que tu trouves que le milieu aujourd'hui est encore un milieu d'hommes ou tu vois une ouverture pour les filles? Je pense que ma peur était fausse, mais que ma peur était partagée. Dans le sens où, tu sais, même statistiquement, quand on regarde au cégep les inscriptions, nous, on était la 3e cohorte, je pense que c'est ça, la 3e cohorte. Puis, tu sais, à la première cohorte, tu sais, 2 filles, la 2e cohorte, 5 filles, puis à ma cohorte, on était 5-6 filles, je sais pas trop. Tu sais, de plus en plus, il y avait de filles, puis je pense que cette peur-là était partagée. Puis de plus qu'il y a eu des filles qui ont brillé, plus que ça a inspiré d'autres filles à faire ça. Je pense aussi que le domaine a su se diversifier, où il y a maintenant il y a un côté beaucoup plus artistique à ce domaine-là. J'inclus le jeu vidéo dans tout ça, là. La 3D, mettons, en général, où ça s'est beaucoup diversifié. Puis je trouve que ça a peut-être donné envie à plus de femmes d'aller là-dedans. Quand je travaillais en jeu vidéo, oui, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Mais c'était pas dérangeant, c'était pas comme flagrant, puis il y avait pas du tout de sexisme, de choses comme ça. Je pense que c'était un choix peut-être personnel des femmes qui voulaient aller en jeu vidéo. En VFX, j'ai été vraiment surpris de voir qu'on en a vraiment beaucoup. Que ce soit au niveau du personnel de soutien, je pense quand je dis personnel de soutien, je parle de l'administration, là, les comptables, les filles au RH, tout ça. Ou en gestion, mais il y a vraiment beaucoup de femmes aussi comme artistes. C'est ça, puis c'est des femmes qui viennent de partout, de toutes sortes d'écoles, de programmes, même de pays. Puis je pense que plus qu'il va y avoir des femmes, plus qu'il va y avoir des femmes. Je pense que c'est une peur fondée. Pas une peur fondée, excusez. C'est une peur partagée, non fondée. Tu as parlé, dans le fond, que ton travail, c'est un milieu très collaboratif avec plusieurs personnes qui viennent de plusieurs endroits dans le monde. En quoi travailler avec ces gens-là influence ton travail? Oui, en fait, il y a vraiment beaucoup de gens de partout. On se rappellera aussi que le VFX en soi, c'est pas très vieux au Québec, c'est pas très vieux au Canada non plus. Ça a à peine 20 ans. Tandis que dans d'autres places au monde, ou les États-Unis, ou même en Europe, c'est un peu plus vieux que ça. Je dirais que souvent, les plus seniors dans les entreprises, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Ou c'est des gens qui se sont promenés. Je pense au président de Rodeo, Sébastien Moreau, qui, lui, a travaillé chez ILM, qui est la compagnie qui fait les Star Wars. Je me rappelle pas exactement dans quel pays il a travaillé, mais je sais qu'il s'est promené, puis c'était ça aussi son rêve à lui, de pouvoir ramener toutes les connaissances qu'il allait découvrir dans le monde par rapport au VFX, puis de pouvoir fonder sa propre entreprise avec toutes ces connaissances-là. Puis c'est comme ça partout. Je parlais avec une fille cette semaine, elle a travaillé chez Weta en Nouvelle-Zélande, qui est une compagnie, c'est comme dans les top 3 des plus belles compagnies au monde. Puis maintenant, elle est chez Rodeo parce que son rêve, c'était de voyager avec sa carrière. C'est l'industrie du VFX, ça permet de faire ça. Ça permet de voyager beaucoup, de se promener. Ça permet de rencontrer toutes sortes de gens. Ça permet de découvrir toutes sortes de cultures. D'en apprendre tellement sur toutes sortes de choses, là. C'est vraiment, vraiment intéressant, surtout du point de vue de la gestion, parce qu'il y a tellement de cultures différentes aussi, fait qu'il faut s'adapter à tout ça. Puis je trouve vraiment que c'est vraiment plaisant à plusieurs niveaux. Okay. Est-ce que tu penses que ton rôle d'artiste influence ton travail présentement plus de gestionnaire? Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à avoir une vision différente, dans le fond, du travail? Parce que toi, t'as été, dans le fond, toi, tu gères une équipe d'artistes. Ouais. J'imagine qu'avoir été un artiste, ça doit aussi donner un autre œil que juste quelqu'un qui serait du monde de la gestion en particulier. Je dirais au début, oui. Puis je le sais que ça a eu vraiment un poids sur mon embauche. Parce que pour Rodeo, ils voyaient ça vraiment...
c'était vraiment intéressant pour eux comme profil. Je vous dirais que j'ai tellement... Comme là, en ce moment, j'ai beaucoup plus d'expérience en gestion que comme artiste 3D. Fait que ça fait un bout que j'ai été dépassée. Je connaissais pas tout. Il y a tellement de départements en VFX. Et moi, j'étais beaucoup centrée sur le modeling, texture, shading, ce qu'on appelle le département de l'asset, des assets. Mais il y a les FX, il y a le lighting, il y a le comp. Il y a toutes sortes de départements que, en tout cas, dans mon temps au cégep, on n'apprenait pas ça. Je sais que maintenant, ils l'ont intégré, mais on ne l'a pas vraiment vu dans mon temps. Je dirais que ce que ça facilite, c'est que si j'ai étudié là-dedans, c'est que j'avais des intérêts envers les choses que les gens qui sont là-dedans ont des intérêts. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que c'est facile pour moi de parler avec ces gens-là. T'sais, on a comme des passions en commun. C'est facile d'avoir une relation comme amicale avec eux. Où ils me voient pas nécessairement comme une gestionnaire, mais comme juste quelqu'un avec qui ils peuvent parler. On peut juste parler du dernier jeu qu'on a joué. Je pense que ça facilite un peu les relations. Là, tu parles qu'il y a beaucoup de postes différents dans les effets spéciaux, très spécialisés. Est-ce que tu penses que c'est un milieu où est-ce que les artistes doivent justement, un jeune qui voudrait commencer, est-ce qu'il devrait penser déjà à se spécialiser ou il peut encore garder une porte pour être un peu plus généraliste comme artiste? J'aurais pas de réponse exacte là-dessus parce que ça dépend vraiment du studio où tu travailles. J'aurais envie de te dire que les généralistes sont toujours appréciés. Quand je dis généraliste, ça veut dire quelqu'un qui peut faire plus qu'un type de tâche, parce que c'est le fun qu'une personne puisse régler ses propres problèmes sans avoir besoin d'une autre personne. Ceci dit, dans les plus grosses entreprises, souvent ça fonctionne moins bien ce système-là. Ce qui est important pour être généraliste, c'est d'être vraiment bon dans une chose, puis d'avoir des connaissances dans d'autres choses. Mais d'être moyen dans plusieurs sphères, ça sert pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est d'avoir au moins une force, d'avoir des connaissances dans d'autres. Je dirais que c'est ça qui est important. Parce qu'on peut pas être bon dans tout. Ce qu'on veut éviter, c'est d'être poche dans tout. Fait que je dirais ça. Je dirais que dans les plus petites entreprises, les profils généralistes sont beaucoup plus recherchés. Je pense à des compagnies comme Squeeze à Québec. Je sais que c'est beaucoup des généralistes qui sont là-bas. Il y a Squeeze à Montréal aussi maintenant. Mais des compagnies... Rodeo, on est pas mal sur la limite, je dirais. On a un département de généralistes, mais les gens sont surtout spécialisés. Puis les juniors sont souvent... Quand je dis juniors, c'est les gens qui sortent de l'école. Donc, ça serait les gens qui écoutent en ce moment. Souvent, on cherche à les spécialiser parce que c'est aussi pour leurs études. Ils ne peuvent pas étudier dans tout. Fait que souvent, les programmes d'études sont faits où au début, ils touchent un peu à tout. Puis après ça, on leur demande de se spécialiser, au moins dans une sphère 2D, 3D, montage, gestion. Après ça, il y a possibilité au moins de jouer dans cette boîte-là, mais il faut quand même au moins d'avoir décidé quelle boîte on veut. T'sais. Est-ce que l'art, ça fait partie, dans le fond, de ton enfance? Ou est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré au cours de ta vie, qui t'ont mené à t'inscrire justement dans le programme d'études d'animation 3D au cégep? Ou c'est venu totalement de toi? Comme moi, dans ma famille, il n'y avait pas vraiment de gens qui avaient étudié en art avant moi. Et puis, j'ai fait le saut à cause que j'avais des amis qui étaient intéressés par ça et ça m'a incité à m'inscrire aussi dans des programmes d'art. Est-ce que toi, tu as eu une inspiration ou est-ce que c'est venu... Est-ce que ça vient de quelqu'un de proche ou ça vient d'amis, toi aussi? Je pense que j'ai toujours été, je dirais pas tant artistique que créative. Je pense qu'il y a une grosse différence entre les deux. Où l'art, je réfère beaucoup ça à la musique, la peinture, le dessin. J'ai jamais vraiment eu une force là-dessus. Je pense que comme n'importe quel enfant, je dessinais beaucoup. Mais j'ai jamais vraiment eu un talent là-dedans. Mais j'étais extrêmement créative. Où j'inventais beaucoup des jeux. J'inventais des scénarios. J'inventais
des histoires. J'écrivais beaucoup. J'ai écrit beaucoup de poésie quand j'étais plus jeune. J'ai déjà écrit tout un roman au complet sur des vampires. C'était vraiment pas tant bon, mais j'ai eu ce passe-là avant Twilight. J'ai joué vraiment beaucoup au Barbie quand j'étais petite. Les Barbies, je pense que c'est vraiment c'est quelque chose de très, très créatif quand on est jeune. Parce que tu inventes des vies, tu fais des scénarios, tu fais des maisons. C'était assez terrible. Là. Je pouvais vraiment complètement changer ma chambre au complet en ville. Après ça, j'ai découvert les Sims. Quand j'ai eu un ordinateur, j'ai vraiment joué vraiment beaucoup aux Sims, à Zoo, Zoo Tycoon, toutes ces choses-là. Fait que je pense que j'étais beaucoup plus créative. Mes parents sont pas très très proches tant que ça de l'art, je dirais. C'est pas quelque chose que j'ai été mélangée à quand j'étais plus jeune. Mais mon père aussi, mon papa, il est très sensible. C'était un homme rose. Il a écrit beaucoup de poésie dans sa vie, des nouvelles, des choses comme ça. Je pense que c'est lui, en fait, qui m'a peut-être inspirée là-dedans parce que il m'incitait souvent à parler beaucoup des émotions, puis de mes sentiments, puis de les représenter, tout ça. Fait que je pense que c'est la façon que j'ai été élevée avec lui là-dessus qui a fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Ouais. Vraiment. Est-ce que pour toi, te lancer dans un domaine comme les arts numériques, c'était quelque chose qui t'a fait un peu peur au début parce que c'est quand même un domaine qui est nouveau. Hein, que présentement, je pense qu'en 2020, c'est quand même rendu accepté, que c'est un peu plus populaire, mais il y a, j'imagine, 10 ans, c'était un petit peu différent. C'était un peu plus nouveau ici au Québec. Ouais. Est-ce que tu as senti une pression venant de toi-même, peut-être même, ou d'ailleurs, justement d'avoir une petite peur? Est-ce que c'est le bon choix que je fais ou let's go, je me lance là-dedans? En fait, les deux, je te dirais, parce que je suis allée en architecture. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais aller en jeux vidéo, puis il y avait juste une école qui le donnait à Québec, puis c'était pas une école qui m'intéressait vraiment. Puis je pensais que c'était mes seules options si je voulais aller à Québec. Je voulais pas nécessairement aller à Montréal. Je trouvais que c'était un gros move pour une fille de la Beauce de m'en aller à Montréal toute seule, toute petite. Pour moi, Québec, c'était assez gros. Ce qui a fait qu'en fait, je suis allée étudier en architecture un an de temps. Parce que c'est quand même proche en technique d'architecture, en fait. C'est de la 3D, c'est des ordinateurs, c'est du dessin. Fait que dans ma tête à moi, ça allait se ressembler puis ça allait me satisfaire autant. Mais c'est ça. Après une session, je me suis rendu compte que même si j'étais bonne, j'aimais pas vraiment ça. Mais je me rappelle que quand j'ai décidé que j'allais en jeux vidéo, j'en ai pas parlé à mes parents parce que j'avais vraiment peur qu'ils me fassent changer d'idée. C'était un programme qui était vraiment beaucoup contingenté dans le temps. Puis à mon ancien cégep, au cégep où j'étais déjà, il y avait des résidences. C'était pour un parent, je comprends que c'était le fun que j'aille là. Lévis, c'est pas trop loin de la Beauce, il y a des résidences. Mes parents avaient l'impression que j'étais en sécurité, tout ça. Puis là, je m'en allais à Québec, il n'y a pas de résidence. Là, c'était comme, faut trouver un appart. C'était comme un gros move de devenir adulte, là. J'avais vraiment peur qu'ils me fassent changer d'idée. Fait que je me rappelle que ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste tout organisé mes affaires. Je leur en ai pas parlé. J'ai été pris au cégep, je me suis trouvé un appart. Puis là, mon père, il dit « Mais tu vas faire quoi l'année prochaine? » Ah ben c'est réglé. Tac, 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 tac. Je m'en vais là. Fait que je pense que ça l'a tellement rassuré que j'ai pris ça en main qu'il n'y a pas... il était juste fier de moi, puis il n'a pas comme vraiment essayé de me faire changer d'idée. Mais oui, tu sais, j'ai été beaucoup stressée de tout ça, mais je pense que c'était peut-être plus le changement de ville. Tu sais, le repart... Tu sais, t'as pas d'amis... tu connais pas trop ça. Limoilou, dans ce temps-là, c'était rough. T'entendais toutes sortes d'affaires partout. Puis c'était plus d'avoir peur de pas avoir de repères, puis de pas me faire d'amis, puis tout ça. Mais ça a pris 2 semaines, puis c'était réglé, là. Les programmes de cégep, surtout parce que j'ai pas fait un pré-universitaire, je sais pas, mais je sais que les techniques, ça crée des communautés, puis
c'est vraiment, ça fait une belle famille. Est-ce que tu as encore des contacts pas mal avec les gens de ta cohorte, justement? Oui. De famille. J'aurais envie de dire que oui. C'est sûr que la gang, c'est peut-être rétréci avec les années, c'est resserré, c'est juste normal. Les gens vieillissent, puis les intérêts des gens se modifient. Mais on se regroupe encore quelques fois par année, tout le monde ensemble, puis c'est comme si on s'était pas perdu de vue. Mes amis les plus proches, c'est encore les gens du cégep. Ça fait presque 10 ans là, que j'ai fini le cégep. Ça crée vraiment une belle famille. Puis, tu sais, les écoles, les cégeps comme ça, les programmes spécialisés comme ça, en plus, c'est que c'est des gens qui viennent pas nécessairement de Québec, tu sais, ou de Montréal. Ou, tu sais, nous, il y avait plein de monde du Saguenay. Il y avait des gens du bas du fleuve. Il y avait du monde de Drummond, de la Beauce. Tu sais, il y avait du monde un peu partout. Fait que je pense que on a été chanceux là-dedans parce qu'on a pu se recréer comme une famille, dans le fond, loin de nos familles. Fait que est-ce que tu penses que justement faire des études comme ça, c'est un avantage? Vraiment. Moi, quand je suis en secondaire 5 puis il fallait faire les choix de carrière, là, les choix de cégep, tout ça, même si j'avais voulu aller dans un programme qui s'était donné en Beauce, je serais venue le faire à Québec. C'était vraiment important pour moi de tourner la page du secondaire. Je dirais que le secondaire, ça n'a pas été ma plus belle expérience. Comme plein de monde, le secondaire, c'était rough. Les ados, c'est pas tout le temps gentil. Mais j'avais vraiment hâte de tourner la page puis de pouvoir un peu avoir un clean slate, une page blanche, pouvoir un peu recommencer à neuf, avoir un peu la personnalité que je voulais. Parce que au secondaire, j'étais extrêmement gênée. J'étais pas capable de faire des exposés orales. Je me promenais entre le mur et la peinture, comme on dit, là. J'étais pas heureuse de ça, mais j'avais pas l'impression que je pouvais sortir de ça. C'est souvent ça, quand t'es ado, tu te sens un peu tout le temps pogné, là. Puis pour moi, le cégep, c'était comme, oh mon Dieu, genre, j'arrête d'être comme ça. Puis j'avais vraiment besoin de ça pour changer. Puis c'est ça que j'ai fait. En fait, je pense que je travaille là-dessus. J'ai travaillé là-dessus tous les jours de ma vie depuis que je suis sortie du secondaire, là, d'être bien dans ma peau, d'être heureuse avec les choix que je fais, d'être passionnée, d'être avec des gens que j'aime. Ouais. C'est ça qui est important. Est-ce que tu penses que le Québec, c'est un bon endroit pour travailler dans les effets spéciaux? Ben, Montréal. Je mentionne même pas Québec parce que Québec en province, là. C'est ça. Parce que Québec, la ville, il y a juste Rodeo FX pour l'instant. On est chanceux. On est la seule compagnie. Mais Montréal est en train de devenir un pôle mondial d'effets spéciaux. Donc, il y a quelques années, c'était Vancouver, Toronto. Tu sais, Montréal, c'était comme, Montréal, là. Mais là, maintenant, Montréal est rendu the place. T'sais, les gens veulent venir travailler avec les gens de Montréal. Pour toutes sortes de raisons. Il y a des raisons de logistique, que souvent les clients sont à LA, sont aux États-Unis. Puis, bon, en travaillant avec Montréal, ben, la différence dans le time zone, là, dans le temps, ça fait comme un bon... ça fonctionne vraiment bien, en fait. T'sais, nous, on travaille, là, eux commencent, ils ont déjà reçu des choses. T'sais. Je sais ça que c'est vraiment apprécié. Il y a toutes les histoires de crédit d'impôt, que je m'embarquerai pas là-dedans, mais je sais qu'à Montréal, au Québec, il y a des bons crédits d'impôt là-dessus. Mais c'est aussi reconnu, en tout cas en Amérique du Nord, là, que les Québécois, on est vraiment des gens entreprenants. On est des intrapreneurs, dans le sens où on se gère vraiment beaucoup. Puis il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter. T'sais, on n'est vraiment pas... on se laisse pas défaire par grand-chose. Souvent, les clients, ils nous agacent. « Ah, vos hivers, blablabla. » Ben ouais, c'est ça, nos hivers. Là. On est rough, on est tough. Puis on fait de la bonne job. Puis ça, c'est reconnu de partout. Puis on est reconnu pour pour être chaleureux, puis pour être amical. Puis même pour les gens qui veulent venir travailler ici, il y a plein de gens qui viennent travailler ici parce qu'ils veulent ça. T'sais. Ils recherchent ce genre d'affaires-là qu'au Québec, on peut leur offrir. Là. Ouais. On est vraiment du bon monde.
Présentement, on est dans une situation un petit peu particulière, je te dirais. Est-ce que toi, tu as été touché par la quarantaine, justement? Est-ce que l'industrie du VFX continue encore à travailler? Ou c'est au ralenti? Il y a eu... je pense que c'est fin mars, là, quand il y a eu les premiers messages que ça allait ralentir. Jusqu'à la journée où ils ont dit « Non, c'est bon, c'est fini, on ferme tout le monde. » là. Il y a eu comme quelques jours, là, peut-être une semaine entre les deux. Puis Rodéo s'est vraiment tourné de bord, comme on dit, rapidement. Je pense que l'industrie au complet a fait ça. Je pense que tout le monde a eu un peu peut-être une pause ou un ralentissement d'une semaine ou deux, top. Là. Mais juste par le fait qu'on travaille avec des clients qui sont aux États-Unis pour la plupart, puis que souvent les compagnies ont des studios satellites. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, Rodéo à Québec, Montréal, LA, Munich. Framestar ont la même chose, MPC ont la même chose. Les studios sont déjà sur plusieurs fuseaux horaires ou sont déjà à distance. Fait que les gens sont déjà adaptés quand même à travailler à distance. Fait que c'était juste de régler tout le côté de la sécurité informatique, puis le matériel, là, transporter les ordinateurs, tout ça. Mais je pense sincèrement que l'industrie a vraiment bien géré ça. Les entreprises ont su s'adapter rapidement à ce défi-là. C'est sûr qu'on est dépendant des clients. Il y a eu un moment en Californie, nos clients sont beaucoup là. La Californie a été complètement lockdown, hein, a complètement été fermée. Quand l'Europe a été fermée, il y a beaucoup de tournages qui se font en Europe. La plupart des trucs, en fait, sont filmés en Europe. Vraiment, beaucoup de choses sont filmées là-bas. Les clients ont été obligés d'arrêter leur tournage en plein milieu, de tout rapatrier rapidement. Là, eux, ils attendent en ce moment, que de pouvoir compléter les choses. Fait que, c'est sûr qu'il va y avoir un ralentissement à un moment donné. Là, on travaille sur des choses qu'on avait déjà ou les choses qu'eux avaient eu le temps de terminer de leur côté. Mais il n'y a pas personne d'inquiet là, avec l'avenir de l'industrie, même que la semaine passée ou la semaine d'avant. En fait, on a eu un company meeting, là, un meeting de compagnie avec le président où il nous laissait savoir qu'il était complètement optimiste vers les prochains mois, tout ça. Puis même que je pense que pour l'industrie, puis j'inclus le jeu vidéo là-dedans, c'était vraiment une belle opportunité d'apprentissage parce que le télétravail, c'est pas quelque chose qui était possible tant que ça. C'était, je pense, un besoin qui était de plus en plus demandé par les employés, d'avoir la possibilité de le faire. Là, je pense que la structure va avoir été construite. Fait que je pense que ça va changer l'industrie, mais vraiment en positif. C'est ça. On a juste hâte de pouvoir aller prendre une bière sur une terrasse, mais... Ben oui. Fait que c'est bon, ça. Fait que présentement, quel conseil tu pourrais donner à un jeune, justement, vu qu'ils ont un petit peu plus de temps, j'imagine, avec l'été qui s'en vient, ou même, quel conseil tu peux donner à un jeune qui voudrait se lancer dans le milieu, dans le fond? Qu'est-ce qu'il peut faire présentement pour se préparer? Hein? Moi, je dirais que, d'ordre général, pour travailler en jeu vidéo ou en VFX, ça prend des gens extrêmement passionnés. Puis ça prend des gens qui vont prendre ce qu'on leur donne puis qui vont le modifier, le transformer, l'évoluer en quelque chose d'encore mieux. C'est une leçon, je pense, qui est vraiment importante à apprendre rapidement. Ce que je veux dire par là, c'est prenez pas les enseignements qu'on vous donne pour du cash. Prenez-le puis aller plus loin parce que pour travailler dans l'industrie, dans mon industrie, il faut vraiment être, je dirais un peu opportuniste même. J'essaie de former mes mots en même temps là. Faut être autonome dans son... Faut être vraiment autonome, c'est ça. Faut être vraiment autonome.
Puis il faut vraiment prendre les opportunités. S'il y a des événements, moi je le dis, des fois je rencontre des groupes de cégepiens maintenant, de collégiens, puis je leur dis sans arrêt, puis je pense que le plus tôt, là, le mieux, les contacts, faire un réseau, savoir c'est qui les entreprises, c'est quoi qu'ils font. S'ils font un événement, même je sais qu'ils font des trucs genre venez visiter nos studios, là, c'est vraiment bon, c'est un bon début. C'est juste de se mettre un pied dans la porte. C'est de développer des relations avec ces gens-là, puis de vraiment, tu sais, quand vous allez être rendu au cégep, si vous choisissez ce domaine d'études-là, c'est vraiment de prendre toutes les opportunités que vous avez possibles, puis de faire quelque chose avec ça, parce que c'est pas une compagnie, c'est pas une industrie où c'est facile de devenir bon, puis c'est pas une industrie où c'est facile de nécessairement rester compétitif, dans le sens comme Frédéric disait, il y a beaucoup de monde qui veulent faire ça, puis il faut être un peu compétitif avec nous-mêmes, genre j'aurais pu faire mieux, ça m'a pris tant d'heures, je vais le refaire, mais c'est par moins de temps. C'est vraiment de se donner ce genre de défi-là, parce que c'est une industrie qui est pleine de défis, des beaux défis, mais qui est plein de défis. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre jeune. Comme je disais, si vous voulez aller en gestion, prenez les opportunités de gestion, soyez chef d'équipe chez McDo, soyez moniteur de camp de vacances. Ça peut commencer avec des petites choses comme ça, mais c'est ce qui va forger votre personnalité. C'est ce qui va vous donner la piqûre aussi. Puis c'est ce genre de petites choses-là qui va avoir toute une différence pour plus tard. Quel conseil tu peux donner à un jeune qui voudrait construire son portfolio, dans le fond? Quel genre de portfolio quelqu'un qui est au secondaire pourrait penser déjà à faire, parce qu'il n'a même pas encore fait ses études? Est-ce qu'il peut déjà travailler, dans le fond, sur son propre portfolio qu'il va pouvoir présenter dans le futur, ou c'est quelque chose qui est peut-être juste présentement en mode pratique, ou qui va peut-être changer, ça va changer sûrement après ça, mais est-ce que tu penses que ce serait important qu'il commence déjà à créer un portfolio en fonction de son futur emploi? Il y a de plus en plus de cégep qui demandent des portfolios. Fait que je dirais oui, certainement, parce que ça se peut qu'ils vous en demandent un pour postuler. À Limoilou, il me semble qu'il en demandait un, je suis pas certaine, oui, hein. Je sais qu'à Concordia, il en demande un. Je sais qu'au NAD, il en demande un. Il y a plein d'écoles qui en demandent un. C'est juste, oui, c'est vraiment important de... Il faut voir ça comme de la vente. Ça peut sembler froid, ça l'est pas du tout, là. C'est vraiment de se dire, bon, je suis un produit et je dois me vendre. Donc, c'est quoi l'argument de vente? C'est bon, mais regardez, moi, je peux, genre, j'ai fait du sketch, j'ai fait de la peinture, je fais de la photo, maintenant, avec la technologie, il n'y a rien qui arrête les jeunes. C'est ça. C'est des petits vidéos, n'importe quoi qui est artistique ou créatif, je dirais que oui. Portfolio, ça a l'air d'être un gros mot, mais ultimement, ce que c'est juste une pochette. Là. C'est juste une pochette avec les travaux dont vous êtes les plus fiers pour présenter. C'est quelque chose qu'il faut être capable d'accepter de la critique. Je dirais que quand moi, je vais dans des événements de recrutement puis que je me fais présenter des portfolios, mais là, c'est peut-être plus tard dans le processus, mais le commentaire reste le même. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on commente les portfolios. Puis ce qui est intéressant, c'est quand les jeunes ils prennent les commentaires qu'on leur donne, qu'ils les adressent, qu'ils les modifient, puis qu'ils nous renvoient après ça, qu'ils font un suivi. Soit par un LinkedIn, un Facebook, un email, un whatever, un Instagram, là, je sais pas trop, tu sais. De juste dire hey, on s'est vu il y a 2 semaines, tu m'as donné tel commentaire, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, regarde, je l'ai appliqué, est-ce que tu en aurais d'autres maintenant à me partager? Puis c'est de créer ce genre de lien-là. Parce qu'encore une fois, le réseau, se créer un réseau, c'est une des choses les plus importantes. Je pense à des sites comme Polycante. Moi, j'ai une amie qui a commencé pas mal là-dessus, en faisant ça là-dessus. Elle faisait des modèles en 3D, elle les mettait là-dessus. Polycante, ce que c'est que c'est plein de gens de l'industrie et autres
en 3D qui partagent des choses, mais il y a un peu un système de mentor où tu peux te dire hey, j'ai fait ça, pouvez-vous donnez-moi donc vos commentaires. Puis là, il y a vraiment des gens de l'industrie là, qui ont beaucoup d'expérience qui peuvent dire hey, c'est vraiment cool, telle affaire. Faites des suivis avec eux. Puis ça peut commencer jeune. Ça peut être je sais pas si DeviantArt, ça existe encore, mais ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être juste de poster des œuvres sur Instagram, des dessins, des sketchs, puis de vraiment vouloir des commentaires, s'auto-challenger là-dessus. Je pense que c'est vraiment ça, puis ça va forger votre personnalité, capable de prendre d'accepter ça, parce que c'est ça l'industrie, la critique là, c'est critiquer, ouais. Parce que même si toi t'es vraiment vraiment content de ce que t'as fait, ben t'es un client. Et c'est lui qui paye, hein. Fait que c'est lui qui paye, c'est lui qui décide, c'est lui qui a raison. Fait que moi je vous dirais de commencer ça, c'est de partager ses œuvres puis de prendre la critique. Super. Dans le fond, nous autres au Square, on a une plateforme où est-ce que les jeunes ils peuvent déposer des projets qu'ils font et qu'ils puissent, dans le fond, nous on offre des services où est-ce qu'ils peuvent venir apprendre des logiciels de 3D. Autant pour le jeu vidéo que pour l'impression 3D même. Et puis on a une plateforme où est-ce que les jeunes ils peuvent déposer des projets et justement avoir des critiques. Alors, j'incite les jeunes à venir déposer des projets s'ils veulent avoir des opinions, que ce soit de gens qui ont étudié dans le domaine ou aussi juste de leur père, ou est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est intéressé, puis là, vous pouvez faire des collaborations dans le futur, justement, comme ça. Alors, est-ce que tu penses que, justement, c'est important, comme tu as dit, c'est important de documenter et de partager ses projets? Puis c'est comme ça qu'on peut se faire des contacts. Donc, merci d'être venu nous voir, Sarah. Puis j'espère que ta carrière de pâtissière va continuer avec succès. Et aussi ta carrière dans les effets spéciaux. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Puis j'espère que je vais en avoir inspiré quelques-uns à choisir le VFX comme un domaine d'emploi. Et encore plus la gestion, parce que la gestion, c'est vraiment cool. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, Frédéric a mon contact. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions, puis à vous inspirer pour vos choix futurs. Merci beaucoup. Le Square est un espace de création numérique pour les adolescents du Québec de 13 à 17 ans. Nous avons à votre disposition du matériel de création numérique et du personnel qui peuvent vous aider dans votre cheminement artistique et technologique. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez utiliser notre espace physique à la Grande Bibliothèque et nos ressources en ligne au square.bnq.qc.ca. Vous pouvez nous contacter par courriel, Facebook et Instagram, il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Toutes nos informations se retrouvent sur notre site web. Merci et à la prochaine!